Les espaces productifs et leurs évolutions, on va faire pas mal de révisions des 2 premiers chapitres de géographie. Comment les espaces productifs français s'adaptent-ils à la mondialisation? Alors, premièrement, grand 1, des espaces agricoles inégalement intégrés. Donc les espaces productifs, c'est tous les espaces qui produisent des richesses. On va voir l'agriculture, les services, l'industrie. On commence par l'agriculture. 2 chiffres que vous pouvez retenir, c'est la première puissance. Alors on parle de la France, hein, bien évidemment. La France est la première puissance agricole de l'Union européenne. C'est la 5e puissance agricole dans le monde entier. Donc voilà, ça montre quand même effectivement la puissance de la France. Et du coup, elle est au centre d'une puissante filière agroalimentaire. La filière agroalimentaire, c'est l'ensemble des activités qui interviennent dans la fabrication d'un produit alimentaire. Par exemple, si tu es actuellement en train de manger un Kinder, c'est un produit de l'agroalimentaire. Si tu manges une banane actuellement et que c'est une banane, ce n'est pas un produit agroalimentaire. Sauf si tu manges de la purée de banane. Voilà, bref. Et donc les espaces agricoles français, globalement on a des régions qui s'en sortent très bien, c'est la région du Grand Ouest. Vous voyez notamment avec la Bretagne, on a une culture et un élevage très intensif. Donc vous savez que tout ce qui est intensif, vous avez vu ça en 6e, l'agriculture intensive, c'est une agriculture généralement qui permet de produire énormément ou d'élever énormément et donc du coup de pouvoir vendre énormément. On a aussi toute la partie du bassin parisien, la dominante à culture céréalière, donc notamment la Beauce, on avait vu ça en cours, les grands champs céréaliers, etc. C'est pareil, c'est de l'agriculture intensive, que je ne reviendrai pas sur la définition, agriculture productiviste, vous la connaissez. Et on a aussi les régions viticoles, vous le savez que le vin effectivement s'exporte dans le monde entier. Et de ce fait, dans ces cultures spécialisées du vin, vous avez la région effectivement de Bordeaux, les Pays de la Loire, le Mâcon, la Bourgogne, enfin bref, le sud, bref, tout là où vous avez du vin, c'est important. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la carte, ça vous permettra de retenir à peu près où sont les bonnes régions. Et en revanche, les régions où c'est beaucoup plus difficile, on pense par exemple au Morvan, etc., si on revient sur les anciens chapitres, c'est là où on a de la polyculture, donc en fait on n'est pas concentré sur une seule culture, on produit plusieurs choses, mais du coup pas de manière efficace. Et c'est l'élevage extensif, c'est quand vous avez énormément de territoire pour très peu de bêtes. Donc c'est des régions effectivement où c'est beaucoup plus difficile, même si ça change un petit peu parce qu'on a maintenant l'apport du bio qui arrive. Et justement dans le bio on essaye de faire des élevages extensifs, donc ça peut changer la donne dans les années à venir. Bref, pour l'instant on en est plutôt là. Hop là! Ensuite, pour les services, c'est la France, première puissance touristique mondiale. Vous le savez, en nombre de visiteurs, c'est la France qui est le premier pays qui attire le plus de visiteurs, et ça depuis plusieurs années. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un service pour ceux qui ne s'en souviennent plus? C'est une activité économique sans transformation de matière. Donc par exemple, c'est je travaille pour Ubisoft, par exemple, pour faire de l'infographie. Voilà, je fais un service, voilà. Bien évidemment, je ne vise personne. 78% de la population active en France travaille dans ces domaines de services. 80% de la richesse nationale est donc produite. Donc vous voyez, c'est vraiment le poumon économique de la France, c'est clairement ces services. Et globalement, ils sont plutôt implantés dans les métropoles, donc dans les villes-centres, etc. Dans j'allais dire, les aires urbaines, etc. Le centre-ville. Donc c'est vraiment le poumon économique de la France. Je vous ai pas mis de carte pour les services parce que sinon on les a déjà vus en géographie, donc ça fera des révisions. Ensuite, grand 3, un espace industriel en recomposition. Pour l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué. La France n'est seulement que la 4e puissance industrielle de l'Union européenne. Donc pour un grand pays comme la France, effectivement, vous voyez qu'en industrie, on est un peu en dessous. C'est la 8e puissance industrielle mondiale, donc ça finit par retomber petit à petit. Et c'est dû notamment à la désindustrialisation, c'est le transfert d'une production vers des pays étrangers au coût moins important. Par exemple, vous produisez de l'acier, vous préférez aller en Pologne parce que ça coûte moins cher. Du coup, vous décidez de quitter effectivement la France, vous licenciez par la même occasion, du coup vous mettez au chômage tous vos ouvriers. Donc forcément, l'industrie en France recule au profit de d'autres pays. Et pour rappel, l'industrie, c'est l'activité économique qui produit des biens grâce à la transformation de matières premières. Comme vous le savez bien, une voiture, ça ne pousse pas sur les arbres, il y a besoin de transformer plusieurs matières effectivement pour en créer une voiture.
Donc c'est pas terrible pour l'industrie, il faut savoir qu'avant il y avait par exemple 40% de Français qui y travaillaient et maintenant ils doivent être à peu près 15%, donc on est de moins en moins. Et donc je vous remets la carte qu'on a vue en cours. Les régions où ça se passe très bien pour l'industrie, c'est tout ce qui est l'industrie de haute technologie, donc ça peut être spatial, militaire, aéronautique, etc. Globalement c'est plutôt à l'ouest et au sud de la France. Donc c'est ce que vous voyez, la jaune, on appelle ça la Sunbelt française si vous voulez. La Sunbelt en fait c'est la même région qu'on avait à l'époque aux États-Unis, donc la région du soleil, c'est là où tout se passe bien, c'est à peu près la même chose en France. En revanche là où c'est très compliqué, c'est surtout sur le nord et l'est de la France, c'est les anciennes régions industrielles, c'est vos révisions de cours de 4e, c'est là où effectivement il y a plus de délocalisation, avec des petites parties par exemple au Creusot, Mont-Saint-les-Mines, etc. Donc voilà pour l'industrie française. Bref, l'industrie française c'est pas joyeux, et comme je vous l'avais dit, vous remarquerez qu'à chaque fois que vous allez avoir une entreprise industrielle qui va fermer, il y a de fortes chances que ce soit dans cette partie en violet. Et forcément, j'ai toujours raison. Si vous avez vu avec les problèmes récents des entreprises qui ferment, on est vraiment dans ce coin-là. L'an dernier, j'ai eu 45 sur 50. Il était facile le brevet de l'année dernière aussi, Eros. Du coup, conclusion du chapitre. Oui, je savais que j'allais finir plus vite. Conclusion du chapitre, cette carte-là qui peut vous servir, on l'avait vu en cours aussi. Donc globalement, on a essayé de réunir les trois. Une partie jaune qui serait une partie très dynamique pour la France, en plus des pôles de service qui le sont encore plus. Et donc la partie en gris, c'est la partie qui serait isolée et peu mondialisée, du coup, qui est coupée de la mondialisation. Voilà, sur cette carte aussi qui est importante à apprendre, les ports, donc le port en haut, le port de Dunkerque par exemple, le port du Havre, le port de Saint-Nazaire, le port de Marseille à Fos-sur-Mer, etc. Ça, il faut que vous soyez capable de les placer, les aéroports aussi, les échanges avec le monde et l'Europe, c'est ce qu'on appelle les interfaces, il faut aussi que vous puissiez les positionner, donc c'est facile, il y a la mer Méditerranée, il y a de la France vers l'Espagne, il y a la mer Atlantique, il y a la Manche, enfin la mer Atlantique, excusez-moi, l'océan Atlantique, grosse bêtise. On a la Manche et on a la frontière entre, par exemple, l'Allemagne avec la France, l'Italie avec la France, ou alors la Belgique avec la France. Voilà. Je me souviens de ce schéma. Salut Eurocool, bah écoute, ça va très bien. Si seulement j'avais eu un prof comme toi à mon époque. Hein, je vous rassure, les profs évoluent, hein, c'est comme tout. Ensuite, repère à apprendre par cœur. Élève de 3e, ouvre bien grand tes oreilles et tes yeux. Je vous rappelle, toutes les montagnes, il faut les connaître. Vous devez connaître les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, à apprendre par cœur. Le Morvan et la Corse, je pense pas que ce soit obligatoire, ça m'étonnerait que ça tombe dessus. Bon, de toute façon, le Morvan, vous connaissez, hein, vous êtes déjà tombé dessus, mais... Enfin, on a déjà travaillé dessus, mais ça m'étonnerait que ça tombe. La Corse, vous pouvez le mettre, c'est facile à retenir, c'est le centre. Bref, Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées. Pyrénées, c'est pas compliqué, vous pensez à la frontière avec l'Espagne. Alpes, vous pensez à la frontière avec l'Italie. Un peu avec la Suisse, vous faites attention, c'est surtout les Jura, la frontière avec la Suisse. Du coup, les Vosges, je vous les placez forcément au niveau de l'Alsace. Et le Massif central, comme son l'indique, c'est absolument pas au centre de la France. On est d'accord, vous faites attention. Hein, Massif central, c'est plutôt entre Pyrénées et les Alpes. Ça, à apprendre par cœur, ça peut très bien tomber. Deuxième chose à apprendre par cœur qui peut tomber, les domaines bioclimatiques en France. On l'a pas vu en cours, c'est fait exprès, c'était pour la semaine de révision. C'est tout simplement le climat. Donc d'un côté, climat montagnard, c'est très facile à placer. Vous le positionnez sur le Jura, les Alpes, les Pyrénées. Ok. Climat méditerranéen, vous le mettez sur la partie de la Méditerranée, c'est facile. Climat océanique, c'est toute la partie gauche, c'est facile aussi. Et enfin, climat océanique dégradé, c'est un peu plus compliqué. On va dire que l'océan peut aussi amener des perturbations, etc. Mais un peu moins que sur les côtes. Et enfin, le climat semi-continental, globalement, ça veut dire que l'été, il y a peu de vent et donc il fait chaud. Si vous êtes déjà allé en Alsace l'été, bah vous savez que l'Alsace l'été, c'est chaud bouillant. Alors que quand vous êtes près de la mer, avec le vent, etc., effectivement, c'est beaucoup plus respirable.